Salut, moi c'est Clara, accompagnante à la naissance. Bienvenue dans le podcast du monde de Lulu sur la grossesse, l'accouchement et même après. Ici on écrase les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Lors de mon dernier live sur les clichés du postpartum, j'ai avoué que même si cette période fait vraiment partie intégrante de mes accompagnements, j'en parle notamment beaucoup dans le gang. Il y a même un atelier qui est vraiment réservé aux femmes qui viennent d'accoucher dans le gang plus. En fait, c'est pas trop la même chose dans mes contenus gratuits. Alors aujourd'hui, je veux remédier à ça et te parler du postpartum et surtout particulièrement la partie qu'on peut appeler le 4e trimestre. Alors pourquoi appeler cette période ainsi et est-ce que le postpartum est vraiment seulement ce fameux 4e trimestre ? Eh bien non. Le 4e trimestre, c'est vraiment une période au début du postpartum, durant quelques semaines, entre la naissance de bébé et sa 12e semaine de vie. Donc c'est de cette partie qu'on va parler aujourd'hui. Et même si c'est de moins en moins tabou, ça l'est toujours un peu. Et puis on entend souvent en fait parler du postpartum de façon négative. Alors à force, on oublie qu'en fait ça peut bien se passer. Ce qu'il faut, c'est vraiment recevoir les infos sur l'état d'esprit et le corps lors de cette période et ne absolument pas influencer ou se laisser influencer avec les peurs des autres, les peurs de la société, etc. Il faut quand même annoncer que postpartum ne dure pas ces 12 semaines-là, mais plutôt environ 3 ans, selon des études plutôt récentes, et que ces 12 semaines-là sont en fait les plus intenses à cause de la transition qui se passe. Et puis on est super bien suivi aussi pendant ces 3 trimestres de grossesse, peut-être parfois même un peu trop, et puis tout d'un coup on est laissé à l'abandon à la naissance de bébé. Alors même si on a tendance les choses ont tendance, on va dire, à bouger globalement, que ce soit personnellement, où les femmes s'intéressent plus à cette période, ou de façon plus générale, où on va plus en parler, à cause des histoires de congés parentaux, de principes sociétals et de répartition de charge mentale simplement, les femmes se retrouvent quand même souvent seules après la naissance de leur bébé. Et pourtant, le 4e trimestre de grossesse est vraiment une période importante, autant pour la mère que le bébé. Alors on peut considérer en fait ce moment comme vraiment le temps de finir la grossesse, d'où le nom, 4e trimestre de grossesse, bébé est déjà né, et on va un petit peu, entre guillemets, finir la grossesse. Et cette période se vit différemment suivant les femmes, comme je le répète à chaque fois, on est toutes différentes, chaque corps est différent, chaque bébé est différent. Mais cette période joue un rôle primordial dans la découverte de son nouveau rôle, justement, et en tant que mère, dans la découverte du monde extra-utérine pour bébé. Les bouleversements physiques et psychiques sont nombreux. Les hormones et le corps tout entier, en fait, qui a accueilli et fait grandir son bébé pendant 9 mois, doivent vraiment s'habituer et s'adapter à des nouvelles sensations, à une nouvelle vie, en fait. Aujourd'hui, je voulais pas partager simplement des infos un peu basiques sur les symptômes du postpartum. Tu peux les trouver ailleurs dans d'autres contenus que je fais, dans par exemple le live dont je te parlais au début de cet épisode de podcast sur le sujet du postpartum, où voilà, il y a des posts Insta dédiés à ça. J'avais vraiment envie d'aller plus loin aujourd'hui et de te parler des étapes du postpartum, du concept de continuum, relaté dans le livre d'Ingrid Baillot et de John Lidloff. Je te mettrai les références en légende. Ce que j'ai vu ressortir de ces livres-là, c'est qu'on peut vraiment discerner 2 états lors des premières semaines postpartum, et c'est des états que j'ai aussi vécu moi-même en tant que maman. Et elles ont posé des noms là-dessus qui sont hyper intéressants. Donc je vais te parler de ça. C'est par exemple la dégestion, ce qui est vraiment la phase de transition pour la femme qui a accouché. C'est un terme qui désigne le contraire de la gestation du coup. On n'est plus vraiment enceinte, mais on n'est quand même pas tout à fait revenu à un état dit entre guillemets normal.
le corps est marqué, voilà, par la grossesse, par l'accouchement, tu sais, ton ventre il est encore un peu rond, mais il est vide, il y a une fatigue extrême due à ce nouveau rôle là, avec un petit bébé qui a des besoins intenses, avec la fatigue liée à la fin de grossesse et à l'accouchement qui ont été aussi intenses. Euh, donc voilà, c'est souvent en fait un moment de gros doute, de manque de confiance en soi, parce que bah voilà, c'est un vrai bouleversement et le corps n'est plus un lieu qui accueille bébé, mais c'est pas vraiment encore un lieu dans lequel on se retrouve vraiment non plus. Et puis en parallèle de cette période donc de la digestion, on a la période de post-gestation qui est vraiment la période où on va se mettre en place la relation maman-bébé, où on va apprendre cela. Et on va devoir voilà, répondre aux besoins essentiels de son nouveau-né, appréhender son nouveau rôle, etc. On a un peu le côté maman qui arrive en parallèle avec le côté je suis plus enceinte. Euh, voilà, cette espèce, comme je dis, voilà, c'est vraiment une phase de transition entre deux moments charnières de sa vie. C'est vraiment un contexte souvent rempli d'ambivalence. Bon, alors après, on va pas se mentir, hein, la vie de parents, la vie de mère est remplie d'ambivalence. Il va falloir s'habituer, même quand les enfants deviendront. Et au milieu de ces sentiments vraiment maternels, il y a bébé, qui doit apprendre à vivre sur Terre, à s'adapter. La transition, elle n'est pas facile non plus pour lui. Et ça, il faut se le répéter. Non pas pour s'auto-rassurer ou pour s'inquiéter, justement, à se dire mon Dieu, quelle transition difficile pour lui. Non, c'est important de se dire qu'en fait, il n'y a pas que toi là qui vis une période compliquée, une période de transition compliquée. Il n'y a pas que toi qui te sens débordé émotionnellement par cette période. Et en fait, justement, le petit bébé qui est à côté de toi là tout de suite aussi, c'est un bébé qui a d'énormes bouleversements émotionnels et hormonaux, etc. Au sein de son petit corps. Donc c'est un moyen de, voilà, de se dire je suis pas toute seule et on peut vivre ce moment en équipe. Et en fait, ce que je voulais dire aujourd'hui, ce que je voulais donner, c'est voilà, des astuces. Là, je t'ai donné des explications sur cette transition qui apparaît après la naissance. Et je voulais te donner des astuces pour te permettre de poursuivre en fait cette grossesse et de faciliter la transition et apporter une proximité physique et par conséquence psychique avec ton bébé. C'est souvent ce qu'on appelle le maternage proximal. Voilà, ce sont des astuces liées au ce qu'on appelle le maternage proximal. Et en fait, quand on parle de ça, c'est là qu'interviennent les super commentaires sur les réseaux sociaux accusant les mères créant justement ce lien-là de cette façon-là avec leur bébé, de ouais, les mères parfaites. Tu sais, la mère qui allaite, la mère qui porte, la mère qui voilà, qui répond à tous les besoins de son bébé, la mère qui évite que son bébé pleure, en tout cas qui l'accompagne dans les pleurs. On va dire ouais, c'est la mère parfaite. Bah en fait, il n'y a pas de mère parfaite parce qu'il y a tous un moment où on n'en peut plus, il y a tous un moment où on a envie de craquer, mais si tu fais autrement, c'est pas mauvais non plus, mais cette mère-là, elle est pas parfaite, elle est juste la mère de son bébé qui répond aux besoins de son nouveau-né. Donc oui, j'avais besoin de dire un mot là-dessus, parce que en fait, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui te critiquera. Tu allaites et tu portes, tu seras la fameuse la mère parfaite qui est haïe sur les réseaux sociaux, et tu feras pas ça, tu seras la mère qui fait le minimum et qui quand même, elle pourrait faire mieux, c'est quand même pas une bonne mère. Voilà. Donc en fait, par ce coup de gueule-là, le message que je veux faire passer, c'est que tu dois faire comme tu le sens. Le tout, c'est vraiment que tu fasses rien contre cœur. Je veux dire, s'il y a une chose que t'as pas envie de faire, on te pousse à le faire et t'en as pas envie, bah ne le fais pas, parce que ça ne sert à rien. Mais il faut pas non plus que tu regrettes en te disant ouais, j'avais envie de faire ça, mais la société me l'a empêché, le regard des autres m'a empêché d'aller vers cette astuce-là, vers cette solution-là. Faut pas regretter non plus. En fait, dans tous les cas, il y a toujours un moment dans ta vie, de parents particulièrement, où tu te feras juger et critiquer sur ta manière d'éduquer ton enfant, ta manière voilà, de faire avec tes enfants. Donc fais comme tu le sens et fais-toi confiance. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment te renseigner sur ce que tu veux donner à ton enfant. Parce que oui, il y a des pratiques qui ont de nombreux bienfaits, mais si tu fais pas ces choses-là, ça veut pas dire que non plus que c'est hyper mauvais pour ton enfant. Hein. Dans la vie, comme dans toute la vie, et surtout dans la parentalité, il n'y a rien qui est binaire, et la première chose vraiment que tu dois faire, c'est te faire confiance. Tu es forcément la meilleure mère qui soit pour ton bébé.
Bref, donc après ce petit bottage de fesses, je voudrais revenir à nos moutons et en l'occurrence à mes fameuses astuces pour favoriser son lien avec bébé et adoucir la transition vers cette nouvelle vie. Donc la première, il n'y en a que 4, c'est pas hyper compliqué à mettre en place, c'est des choses que tout le monde connaît, mais c'est important d'en parler. Donc la première, c'est le portage. J'en parle souvent et tout particulièrement dans le gang par des formations professionnelles simplement, mais aussi parce que ça m'a, du côté personnel, ça m'a vraiment sauvé la vie, ça m'a beaucoup apporté à moi et à mes enfants. Ce portage, il permet vraiment de reproduire des conditions intra-utérines, l'odeur de la mère, la proximité, les battements du cœur, etc. Et il favorise les interactions avec son bébé. Il permet de le rassurer également au maximum. Donc ça, c'est les avantages du portage. Et autre avantage qui n'a rien à voir avec cette période de transition, on va dire, c'est que c'est le kit main libre des parents. Simplement, ton bébé, qu'il soit bercé dans tes bras ou qu'il soit bercé ailleurs, à partir du moment où ça vous convient tous les deux, c'est intéressant. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir faire autre chose en même temps. Et donc le portage, là, ça répond aux besoins de bébé, ça répond à tes besoins hormonaux, etc. Et puis ça te permet, je sais pas moi, de faire des choses que tu as envie avec les mains libérées. En deuxième astuce, il y a le pot à pot. Alors, hors condition de portage, le pot à pot, c'est vraiment un autre moyen de reproduire les sensations in utero et de sécuriser bébé. C'est similaire au portage, c'est un moment privilégié pour la mère qui va retrouver des sensations agréables et contenir son bébé. Et ça va lui permettre de produire des hormones telles que l'ocytocine. L'ocytocine, on en parle souvent durant l'accouchement parce que c'est l'hormone des contractions, c'est l'hormone aussi de l'orgasme, mais c'est surtout en fait l'hormone du bien-être. Et elle est essentielle dans l'allaitement, c'est ce qui va permettre au lait de s'éjecter du sein. Et donc, elle est copine avec la prolactine. Donc le pot à pot va te permettre de produire de l'ocytocine et avec sa copine la prolactine, elles vont te permettre un meilleur entre guillemets fonctionnement de ton allaitement. Je dis pas que si t'en fais pas ça marche pas, mais en tout cas parfois quand il y a des difficultés d'allaitement, ça peut être intéressant de mettre en place du pot à pot pour produire des conditions favorables à tout ça. Et voilà, et en plus ça reproduit des sensations pour bébé qui le contiennent, qui le maintiennent, qui le sécurisent contre sa maman. Évidemment, le pot à pot et le portage et toutes les autres choses dont on va parler peuvent être réalisées par le coparent, et c'est même super, on en parlera après pour des moments privilégiés. Et justement, je voulais parler d'autres moments en fait de tendresse et d'échange qui peuvent être offerts par des massages, le moment de change, quand il faut changer la couche, etc. Chaque instant avec son bébé peut permettre de renforcer le lien parent-enfant. Et je dis parent-enfant justement parce que c'est là le moment où il faut parler un petit peu du coparent. Ces moments-là peuvent permettre de renforcer par exemple le lien papa-bébé. Et c'est juste génial parce que c'est des moments privilégiés, des moments qui sécurisent bébé, qui font plaisir à bébé et qui nous rendent un peu tout chose quoi, de voir son bébé tout paisible, tout bien, émerveillé, à même faire parfois les petits sourires, etc. C'est très agréable. Ça remplit d'ocytocine. Et en dernier, je voulais parler du bain. Parce que comme je t'expliquais avant, bébé il a vraiment besoin d'être contenu pour se sentir en sécurité. Parce que ça reproduit les conditions in utero et comme le portage et le pot à pot. Et du coup on retrouve beaucoup de bébés je veux dire, qui ne supportent pas le moment du bain à cause de ce fameux réflexe de Moro, c'est la peur instinctive de la chute. Quand bébé, tu sais, ouvre tout grand les bras et les jambes quand il n'est pas contenu ou soutenu. C'est ce fameux réflexe. Et donc ça nous permet de bien comprendre que les besoins de bébé sont physiologiques. Je veux dire, un bébé qui pleure parce qu'il n'est pas contenu et qui en fait il a besoin d'un câlin, c'est pas un caprice. Et on pourrait faire un épisode complet de podcast sur le fait que les bébés ne font pas de caprice. Mais du coup, et que j'aime pas du tout ce terme dans tous les cas, mais que du coup, un bébé qui a besoin d'un câlin, c'est parce que c'est physiologique. Les bébés ont vraiment des besoins physiologiques d'être contenus, soutenus, protégés, se sentir en sécurité, comme il a été pendant 9 mois. Faut essayer de se mettre à la place. Pendant 9 mois, il a bu, mangé, dormi, écouté les battements de mon cœur H24 comme il voulait, quand il voulait.
il entendait la voix du papa à l'extérieur, les bruits étaient réduits, etc. Et du jour au lendemain, il se retrouve euh, vraiment soumis à la gravité très intense pour son petit corps, à à un bruit ambiant qui est constant, à des lumières qui sont très fortes pour ses petits yeux, etc. Donc voilà, ce ne sont pas des caprices qu'un bébé qui a besoin d'être dans les bras, qu'un bébé qui a besoin d'être contenu et soutenu, c'est vraiment un besoin physiologique et toi, ton rôle, ça va être de remplir ce besoin physiologique. Et c'est pas vrai que tu vas lui donner de fameuses mauvaises habitudes, etc. Non, non, le maternage proximal de manière générale ne donne pas de mauvaises habitudes, c'est juste une façon d'écouter et voilà, d'aider son bébé à remplir ses besoins physiologiques, ses besoins naturels. Euh, voilà. Donc vraiment, en fait, on peut... l'astuce pour le bain, ça va être de faciliter le moment avec, par exemple, une baignoire Chantala. C'est la baignoire où, tu sais, le bébé se retrouve dans une position un peu fétale, qui prend pas de place en plus, la baignoire c'est génial. Et puis sinon il y a par exemple le bain enveloppé. Toi-même t'es pas obligé de prendre un bain thalasso, etc. Non, non, il faut savoir emmailloter son bébé dans un linge et lui donner le bain dans un linge et il va se sentir contenu. Et voilà, toi contre lui, à lui parler et voilà, à lui expliquer les choses parce qu'il a l'habitude d'entendre le son de ta voix, etc. Et donc tout ça, c'est des choses qui le rassurent. Et donc voilà, le fameux concept de continuum, c'est de poursuivre au maximum la grossesse pour justement favoriser la transition grâce à, entre autres, ces 4 astuces-là. Faire en sorte qu'elle soit la plus douce possible pour bébé. Souviens-toi simplement que en fait, chaque pas que tu feras vers ton bébé te permettra de renforcer le lien avec lui et te permettra donc à toi-même de vivre une transition plus douce vers ta vie de mère en fait. J'espère que cet épisode t'a plu, ça devenait indispensable de parler de ces choses-là, du coup je pense qu'on pourrait parler des heures de cette période, mais j'ai essayé de te donner vraiment l'essentiel. Encore une fois, vraiment le but c'est de pas promouvoir le maternage proximal et de dire voilà comment tu dois vivre ta parentalité, mais je voulais vraiment en fait te tirer simplement, comme j'ai dit, des astuces à mettre en place pour le 4e trimestre. Après on pourrait en rajouter plein, comme le cododo et plein d'autres choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, globalement, on a longtemps considéré les bébés comme des meubles qu'il fallait nourrir, etc. Voilà, où un bébé, ça n'avait pas mal, un bébé, ça n'avait pas de sentiments. Et même si oui, effectivement, c'est il y a longtemps, c'est des choses qui persistent, qui se sont entretenues de génération en génération, et voilà, qui nourrissent un peu la façon de voir de la société. Mais c'est important un peu de revoir justement la vision qu'a la société des enfants, de la famille en général. Et bon, là on arrive presque sur un débat politique avec les histoires de congés parentaux, de la place du couple au milieu des enfants, et même on peut même parler des conditions de la naissance. Mais bref, tout ça pour dire que avoir un bébé, en fait, c'est pas forcément facile, mais c'est pas forcément difficile non plus. Et vu que le bouleversement que vit bébé, c'est quand même hyper intense, c'est physiologiquement, logiquement à nous de nous adapter à bébé pour adoucir sa venue. Et tu trouveras des astuces qui vous conviennent à vous, peu importe de quel type de parentalité elles viennent, ces astuces-là. En fait, c'est pas ça qui est important. Encore une fois, ce qui est important, c'est que tu te fasses confiance, que vous fassiez confiance mutuellement et que vous trouviez un mode de vie et des astuces qui vous conviennent à vous. Voilà, pour que votre vie à vous soit plus facile. Voilà, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que tout ce dont je te parle, c'est pas réservé aux mères parfaites ou réservé pour un telle personne qui peut faire ça. C'est fait pour tout le monde et c'est normal en fait que tu fasses du cododo, que tu allaites sur le long terme, etc. C'est normal que tu fasses ça si tu en as envie et si en fait simplement tu réponds aux besoins de ton bébé et à tes propres besoins à toi. N'oublie pas que de toute façon tu es la meilleure maman qui soit pour ton bébé et que tu sauras faire et que en plus, voilà, faire des erreurs ça fait partie de l'apprentissage. Devenir parent c'est un apprentissage de longue durée. Je crois même que ça ne se finit jamais et qu'on apprend chaque jour de ses enfants, etc. en grandissant. Voilà. Et justement, je pense que je ferai un épisode sur la parentalité, les choix parentaux, etc. Parce que
là, effectivement, j'ai voulu faire sur le 4e trimestre parce que c'est ultra lié à l'accouchement et à juste après, etc. et qu'il faut en parler, c'est important. Mais la parentalité, les choix parentaux, c'est des questions qu'on peut se poser même durant la grossesse et même parfois avant. Donc je pense que c'est intéressant aussi d'en parler, de voir voilà, comment on peut faire, quelle vision on peut avoir de la famille en 2022. Je te souhaite en tout cas une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand tu écoutes cet épisode et je te dis à très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.